Bonjour Marie-Hélène Léotin. Bel bonjour, bel bonsoir. Comment ça va? Ben moi là, mon catchébé, Tout douce? tout douce. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bon alors, je m'appelle Marie-Hélène Léotin, je suis sous le Hélène, Marie-Hélène Léotin. Oui. Disons que je suis septuagénaire maintenant, à la retraite depuis quelques années. Oui. Je suis historienne Oui. et également militante politique, membre du CNCP, le Conseil national des comités populaires, du mouvement Asséplérer en unité. Et je suis conseillère à l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martinique. Si vous deviez garder une chose de cette présentation, donc Marie-Hélène Léotin, historienne, militante, ACP en unité, CNCP, CTM, ce serait quoi? Mais c'est historienne. D'abord, je crois même depuis l'école primaire, je me suis intéressée à l'histoire et on me connaît essentiellement comme une historienne. Et vous avez grandi où, Marie-Hélène? J'ai d'abord la petite enfance, mais vraiment la petite enfance au François, je suis née au François, ensuite au Terre-Saint-Ville, et puis ensuite je suis partie faire les études à Bordeaux, et je suis revenue ici. Bon, j'ai exercé 40 ans au lycée France Fanon à Trinité. Mhm. Et vos parents, qu'est-ce qui explique que vous soyez devenue historienne? Est-ce que ça vient des parents? Qui étaient vos parents? Non, pas spécialement des parents. Mes parents étaient tous les deux instituteurs, Oui. comme on disait à l'époque, ma mère et mon père. Donc, je suis d'une famille nombreuse à cette époque. Nous sommes, mon père et ma mère, 8 enfants. Et beaucoup ont été enseignants parmi les frères et sœurs. J'ai plusieurs frères et sœurs enseignants. Donc, je pense que c'est l'enseignement. Mais également, mon père était un militant. Il était à la fois un militant politique de la SFIO, l'ancien Parti socialiste, mais il est ensuite resté au Parti socialiste. C'était également un militant de la MGN, la Mutuelle de l'éducation nationale du SNI, le syndicat des instituteurs. Et puis également un homme politique. Il a été pendant longtemps adjoint d'abord au maire François Duval au François, ensuite au maire Voijoux au François. Donc c'est à la fois le militant syndical, politique, mutualiste, sportif également, un ancien président du club franciscain. Et donc je pense que c'est tout ça. Ça se transmet. Oui, ça se transmet. Je crois que c'est surtout là. On peut dire que j'ai pris de mes parents, disons, c'est le goût pour la pédagogie, l'enseignement. Et puis, bon, l'histoire, je ne sais pas trop comment c'est venu, mais c'est venu quand même très tôt. Et alors, vous avez écrit de nombreux textes, de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Martinique, donc notamment la période esclavagiste, la Révolution de 1848, la Révolution française, les mouvements sociaux notamment. Vous avez écrit sur la grève. Vous avez écrit sur la grève de 1900. Rappelez-nous la grève de 1900. C'était la grève de Monsieur Michel Palais-Defrant. Oui, c'est ça. Disons que c'est la première grève générale dans le secteur de la canne, qui a touché vraiment tous les grands centres sucriers de la Martinique à cette époque. On peut dire que l'essentiel de la production, des exportations de la Martinique à cette époque, c'est le sucre. Il y a une vingtaine d'usines centrales, principalement sur la côte atlantique, dans le centre, la Montagne, Rivière-Salée. Et cette grève, elle a marqué parce qu'il y a eu l'épisode qu'on appelle la fusillade du François, le 8 février 1900, où il y avait vraiment un peloton d'exécution de soldats qui attendaient les ouvriers devant, à l'extérieur, dans l'espace, on peut dire la cour, mais c'est l'espace de livraison des cannes. Et vous avez un groupe d'ouvriers qui venaient du Robert et qui a été littéralement, enfin, il y a eu une fusillade, alors qu'il n'y avait pas de corps à corps entre les soldats et les ouvriers grévistes. Et les premiers qui sont tombés, ils sont tombés plusieurs mètres, et ces plusieurs mètres séparaient la ligne des soldats des ouvriers. Donc c'est pourquoi je parle de peloton d'exécution. Et il faut savoir que la majorité des ouvriers qui sont morts, ce sont des Robertins. Ce sont des familles robertines. C'est pourquoi, depuis quelques années, le Robert commémore. C'est qui les familles? Ces événements. Alors, il y a des familles comme... Il y a la famille Condoris, me dirait qu'ils sont au François, mais ils sont également au Robert. Il y a Suez Panama, il y a Chanol, il y a Bertiner, il y a Barclay, etc. Je dis vraiment de mémoire. Oui. Mais il y a eu une dizaine de morts devant l'usine, plus les blessés, ceux qui sont morts par la suite. Mais famille Clotaille,
Donc, ce sont essentiellement, en fait, des familles aubertines qui sont mortes dans ces événements, parce que c'est une grève marchande. Donc, après le Robert, ils descendaient donc, en direction du François. Donc, ça, il y a ces événements-là. Et puis, j'ai écrit également sur une brochure sur... Précisément, donc on y vient. Donc, vous avez la brochure, vous pouvez la montrer. Oui, donc, voilà, février, donc la grève de janvier-février 1974. Alors, 1974, il y a eu cet événement, cette mort, cet assassinat, aussi cette opposition, mais cet assassinat de 2 ouvriers agricoles. On retient Ilmani et Marie-Louise, en fait, Ilmani Serrier, dit Renard et Georges Marie-Louise. Mais avant de venir à la mort de ces 2 hommes, donc le 14 février, la Saint-Valentin, mais ici, c'est pas la Saint-Valentin, c'est effectivement la fusillade. 2 jours avant, le 12 février, il y a une grosse grève générale, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette grève? Qu'est-ce qui se passe depuis janvier? Depuis janvier, cette grève dure, et en février, donc, ce point-là de cette fusillade qui tue Ilmani et Marie-Louise. Oui, en fait, on est dans un contexte qui est très difficile. On est au lendemain du premier choc pétrolier avec une augmentation des prix, la vie chère, on y revient. La vie chère, oui, tout à fait. Donc, il y a eu effectivement une augmentation du prix des marchandises et la situation des ouvriers dans la banane, parce que cette grève concerne le secteur de la banane, même si en même temps, en ville, à Fort-de-France, il y a eu une grève générale le 12 février qui portait sous la cherté de la vie, demandait des augmentations de salaire. Mais en ce qui concerne les ouvriers agricoles de la banane, la situation était pire parce qu'ils réclamaient, je vais donner la somme, 35 francs 46 à cette époque-là. Mais ça correspond à quoi? Où est-ce qu'ils ont fait ce calcul de 35 francs 46 pour une journée de travail? Ça correspondait au SMIC. Ce qui veut dire que les ouvriers agricoles ne touchaient même pas le SMIC. Il y avait ce qu'on appelait un SMAG, un salaire minimum garanti dans l'agriculture. Ils demandaient en fait qu'on applique la loi, tout simplement, et ça a conduit à cette fusillade de Chalvet. C'était leur première revendication. Bon, ils parlaient également déjà des produits toxiques. Et ce qu'il faut retenir de cette grève, qui a été la dernière, disons, grève générale avec un épisode sanglant. La première, c'était 1900, la dernière, c'est 1974. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les ouvriers, à partir de cet événement de février 1974, ils vont entrer dans ce qu'on appelle l'ère de la modernité. C'est-à-dire qu'ils vont obtenir l'augmentation de salaire, ils vont obtenir 35 francs 50 pour la tâche, pour une journée de travail, mais les années suivantes, parce qu'ils s'organisent aussi, il y a de nouveaux syndicats qui apparaissent comme l'UTAM, l'Union des travailleurs agricoles de Martinique, et ils vont obtenir, après la mensualisation, ils vont obtenir une convention collective de la banane, ce qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils vont devenir des ouvriers comme n'importe quel ouvrier, ce qui n'était même pas admis avant 1974. Donc c'est ce qui est important dans ce qu'il faut se rappeler dans cet épisode, cette grève de février 1974, c'est l'entrée de la classe ouvrière dans le domaine agricole, l'entrée dans la modernité et dans un code du travail, une réglementation minimale du travail. Au-delà de ça, les événements de Chalvet, qu'est-ce que ça a dit des rapports de force de la société à ce moment-là? Donc, dans un contexte de passage, on a dit de crise aussi globale, mondiale, mais qu'est-ce que ça a dit des rapports de force? Parce que, voilà, là, on tire, ce sont des gendarmes encore qui tirent sur les ouvriers agricoles. Oui, ça montre en fait que le combat n'est jamais facile. C'est-à-dire, février 1974 a un peu l'aspect des grèves anciennes comme 1900, où finalement il y a une fusillade avant qu'on s'asseye sérieusement autour d'une table pour négocier. Donc ça montre un aspect ancien, mais en même temps, ça montre en fait que les ouvriers, au cours de cette grève, il n'y avait pas un syndicat officiellement, les syndicats connus sous la place, ce n'était pas eux qui ont organisé, qui menaient cette grève. Il y avait un comité des ouvriers agricoles, ça s'appelait comme ça simplement, comité des travailleurs agricoles de Martinique, et c'était ce
comité-là avec des ouvriers donc sur leur propre base, mais également, il faut dire que pour comprendre cette grève, il y a ce qu'on appelle une rencontre, si on peut dire, qui a eu quelques années auparavant, au début des années 70, entre ce que les ouvriers appelaient les intellectuels, des travailleurs intellectuels, si vous voulez, il y avait des enseignants, il y avait des étudiants, etc., des pharmaciens, des médecins, c'est-à-dire, mais des jeunes, dont certains avaient laissé leurs études pour entrer en Martinique et qui parlaient de faire la révolution et qui sont allés en fait à un peu étudier les conditions de vie des ouvriers agricoles de la banane. Et c'est cette rencontre, si vous voulez, entre la classe ouvrière et ces jeunes de groupes politiques comme le GAP, le groupe d'action prolétarien, et le JS70, le groupe Septembre 1870. C'est cette rencontre donc entre ces jeunes intellectuels et ces ouvriers. Les intellectuels avaient l'habitude de les fréquenter, il y avait des cours d'alphabétisation, mais aussi de formation politique et syndicale. Et c'est tout ça, en fait, qui explique le déclenchement de cette grève, qui se généralise assez vite et qui explique donc, le combat a quand même duré, parce que la grève a commencé le 17 janvier pour se terminer par un protocole qu'ils ont signé, en fait, quelques jours après le 14 février. Je crois que c'est le 19 février qu'un protocole de fin de grève a été signé. Alors, vous avez dit que donc, vous êtes à la retraite, mais vous continuez à écrire. Et là, vous travaillez, votre prochain ouvrage qui paraîtra donc, en mars de cette année s'intitule « Histoire de la Martinique, habiter, vivre, exister entre identité et mémoire ». Oui. Comment vous travaillez cet ouvrage-là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, c'est le fruit d'un travail de recherche que j'ai fait. J'ai fait un master sur le campus de Schellcher en 2023, que j'ai passé donc, le master. Donc, c'est un mémoire, en fait, de Master 2 que j'ai présenté sur le campus de Schellcher. Et je pense, en fait, le principal titre, c'est « Habiter, vivre, exister ». Ensuite, il y a un sous-titre, La Martinique entre identité et mémoire. En fait, ce qui m'intéressait, c'est quand je parle du monde de l'habitation. En réalité, je parle de l'histoire de la Martinique, dès les débuts de la colonisation, mais j'arrive jusqu'à nos jours. Alors, vous me direz, effectivement, c'est immense, mais en fait, je ne raconte pas, parce qu'on connaît un petit peu l'histoire, mais je parle du monde de l'habitation, en montrant que les historiens parlent de l'habitation comme matrice de notre histoire. C'est-à-dire que nous sommes nés là-dessus et puis nous avons appris à vivre ou à survivre au temps de l'esclavage. Donc, quand je dis habiter, je dis vivre. L'habitation, c'est un lieu de travail, bien sûr, mais c'est aussi un lieu de création. Notre culture, notre langue, elle est issue de l'habitation, qu'on le veuille ou pas. Et puis, je dis exister, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut que nous soyons capables de manifester qui nous sommes aux yeux, devant le reste du monde. Et je montre qu'il y a une corrélation entre la fin du monde de l'habitation, les années 1960, lorsque les usines ferment, etc., que les gens descendent en ville. Il y a une corrélation entre la fin du monde de l'habitation et puis le nouveau regard que le Martiniquais porte sur son histoire, sa langue, sa culture. C'est pourquoi je parle des représentations mentales, comment nous voyons les choses. Alors que le monde de l'habitation disparaît, en fait, le Martiniquais est en train de retrouver tout ce qui a été créé sur l'habitation, le nouveau regard sur l'histoire. Bon, je dis comment le 22 mai est arrivé. Bon, c'est pas arrivé comme ça. Hein. Il y a des militants qui se sont battus pour reconnaître septembre 1870, Lumina Sophie. Il y a une centaine d'années, ou même moins, qui parlait de Lumina Sophie. Dans les textes de l'époque, on parlait de bande d'incendiaires, on disait que c'était une impie, etc. Maintenant, c'est une icône, Lumina Sophie. Le 22 mai, comment on voyait ça? Et j'ai l'habitude de dire, donc je parle de nouveaux regards, j'ai l'habitude de dire, et je peux le démontrer ça, évidemment, aucun des décrets, les 2 décrets qui ont été signés par la République française sur l'abolition de l'esclavage, ni celui de la Première République en 1794, ni celui de la Deuxième République en 1848, aucun n'a été appliqué en Martinique, tels qu'ils ont été votés, conçus, signés en France. Aucun
des deux. Alors, la Première République, bien sûr, on était anglais à ce moment-là, c'est-à-dire que ce sont les Békés qui ont fait passer la Martinique sous occupation anglaise en 1794. Et le deuxième, si vous voulez, celui de Schellcher, pour aller vite, ce décret-là n'a pas été appliqué en Martinique parce qu'on était déjà libre. Simplement, l'acte fondateur de la liberté, et par respect pour nos ancêtres, l'acte fondateur de la liberté, c'est l'arrêté du gouverneur Ostola, le 23 mai 1848, à la suite de l'insurrection du 22 mai. Donc, je fais ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, d'autres historiens également, l'histoire du dedans. C'est-à-dire que je raconte l'histoire telle qu'elle a été vécue par le peuple martiniquais et telle qu'elle a été construite également par le peuple martiniquais. C'est ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire de la colonisation. Bon, je ne vois pas de sens qu'il y a à commémorer un 27 avril 1848, parce que le soir du 27 avril, mes ancêtres, ils étaient toujours dans les fers de l'esclavage. De fait, on ne le commémore pas ici, en Martinique, pas plus d'ailleurs que le 10 mai. Le mot de la fin, ce serait quoi, Marie-Hélène Léotin? Oui, alors, le mot de la fin, c'est de dire que nous sommes effectivement un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Il y a une quête identitaire qui se poursuit, mais on ne sait pas trop dans quelle direction. Moi, je pense qu'il faut regarder franchement notre histoire telle que nous l'avons vécue. Il faut l'étudier, bien sûr, il faut la connaître. Et il faut comprendre que dans ce rapport que nous avons avec la France, moi, je crois que la France, pour ses besoins, les besoins stratégiques de grande puissance, elle a plus besoin de nous. Elle a besoin de nous. Donc, nous devons être capables de négocier avec la France, de mettre carte sur table et de négocier d'égal à égal pour savoir dans quelle direction nous voulons aller. Merci beaucoup, Marie-Hélène Léotin.